une soirée électorale, et en faire une analyse terrible, bon, mais peut-être impubliable, parce que ça serait considéré comme une démolition criminelle. Ça serait le professeur de sciences politiques qui vient commenter le journaliste, qui vient commenter l'homme politique, chacun luttant pour avoir le dernier, non pas le dernier mot, mais pour être en position de métadiscours par rapport au précédent. Alors j'emploie une métaphore là qui est très amusante, c'est dans une expérience célèbre de Kellogg qui travaillait sur les singes. Un jour, il met une banane suspendue en l'air, hors de portée de singe ordinaire. Ils essaient tous de sauter, puis Sultan, qui est le plus malin, attrape une petite guenon de ses petites amies, la met dessous, grimpe dessus, attrape la banane. Et ensuite, tous les singes sont là, avec une patte en l'air, pour monter sur l'autre. Mais personne ne veut plus, tout le monde ayant compris qu'il ne faut pas se laisser monter dessus, personne ne veut plus être dessous. Il y a beaucoup de discussions que nous voyons à la télévision, de débats. Les débats, voilà, j'ai donné une clé. Si maintenant on regarde un débat de télévision de soirée électorale, ben voilà, ce sont des gens qui ont la patte en l'air pour monter. Alors, mais pour avoir quoi? Pour être celui qui fait du méta, c'est-à-dire, je vais vous dire ce que c'est que de dire ce que vous dites. Vous avez, alors l'historien, je veux pas le nommer, mais tout le monde le connaît, l'historien de service viendra dire oui, si nous comparons les statistiques de telle année, etc., il apparaît que ce qui peut paraître une victoire n'est pas une victoire, mais c'est plutôt une défaite jusqu'à un certain point, etc. Bon, et ensuite un autre montera sur lui. Bon, voilà. Alors ce genre de choses, énoncer un tel mécanisme, je pense, aurait une force formidable. Mais qui a intérêt à le diffuser? Donc, il va être intercepté, pour employer la métaphore du rugby, avant d'arriver à l'aile, il sera intercepté. Et comme tu disais tout à l'heure, les gens qui auraient intérêt à entendre ces choses-là, ont une chance infime. Alors cela dit, ils ont des systèmes de défense spontanés qu'il ne faut pas sous-estimer. Ils ont des instruments de résistance passive, ça consiste à aller faire un sandwich, etc. Mais aussi active, des formes. Par exemple, je donne un exemple que je cite toujours, c'est à propos de la participation proposée par De Gaulle, un mot extraordinaire qu'on disait, j'ai entendu la bouche de Nouvel chez Renault. Ah oui, la participation, c'est prête-moi ta montre et je te donne l'heure. Non, même c'est donne-moi ta montre et je te donne l'heure. Bon, alors c'est pas une analyse politique, c'est pas une. Et pour développer ce qui est contenu dans cette espèce de message métaphorique, parabolique, etc. Il faudrait des heures d'analyse. Mais bon, il y a des instruments de défense. Si les instruments de défense que produit la science avancée et les instruments de défense spontanés arrivaient, bon, c'est-à-dire si on avait des rugbymen, qui ont vu au magnétoscope le match, qui peuvent en tirer parti, on aurait un changement profond. Alors je pense de la vie politique, c'est-à-dire qu'on rendrait la vie impossible aux sophistes. Bon, simplement, c'est pas demain la veille, parce que pour le moment, les sophistes contrôlent la transmission. C'est pour ça que tu avais soutenu la candidature Coluche. C'est pas sans lien. Oui, ce n'est pas sans lien. Je pense que la candidature Coluche était une candidature tout à fait sérieuse parce que elle mettait en question, en pratique, par la dérision, etc., etc. Bon. Sans aucun import poujadiste. Alors ça, c'est une chose tout à fait étonnante. Voilà un exemple de défense. Il y a eu des articles très savants, évidemment, dans Le Monde, journal très très savant, pour dire, mais c'est évidemment la renaissance du poujadisme, etc. Alors que moi, j'avais les statistiques, je savais que Coluche avait des bases sociales qui étaient l'opposé absolu des bases ordinaires du poujadisme, c'est-à-dire les intellectuels, les jeunes gens qui ont des titres scolaires supérieurs aux positions qu'ils ont pu obtenir avec, etc., c'est-à-dire la base traditionnelle du gauchisme. Bon, alors l'intérêt justement de Coluche, c'est que il faisait en pratique, il faisait des happenings critique. Bon, alors, je vais employer une image plus noble parce que sinon je connais mes adversaires. Ils ont voyé Bourdieu a fait l'éloge de Coluche. Oui, Coluche et le collège. Le collège et Coluche, ça va pas très bien ensemble. Bon, alors je vais donner une image très noble, alors, aux antipodes dans l'espace hiérarchisé de la culture, comme je disais tout à l'heure. C'est Karl Kraus, bon, qui est c'est une référence mondiale. Personne ne l'a lu en France, mais tout le monde sait qu'il faut dire que Karl Kraus c'est très bien. Donc je vais me servir de cet effet de légitimité. Et alors Karl Kraus est un homme qui a passé sa vie, c'était un intellectuel professionnel qui a fait au fond l'inverse de ce que faisait Sartre. C'était Vienne, fin de siècle. Vienne, fin de siècle. Bon, il a passé sa vie à faire des happenings. Par exemple, il a fait des choses magnifiques. Si j'avais le temps, je ferais ça. Il faisait des fausses pétitions sur la base des sentiments de bienséance sociale qui animent les intellectuels. Voilà, une bonne cause. Par exemple, aujourd'hui, ça serait défense des homosexuels, contre le sida, etc. Il faisait une fausse pétition, signait les noms les plus célèbres de l'époque, et les gens n'osaient pas démentir.
Et après, il révélait que, en fait, c'est lui qui avait tout inventé, que les gens n'avaient pas signé, enfin des choses tout à fait magnifiques. Bon. Et alors, cet homme a passé sa vie à faire sur le mode, alors coluchien, c'est-à-dire par des happenings théâtraux, des soirées bordéliques. Enfin bon, il mettait en question tout cet univers de sophistes. Enfin, donc, il y a tout un travail possible pour faire diffuser cette sorte de défense pratique. Mais oui, mais enfin, on va encore dire que tu cherches les bâtons pour te faire battre. Il est évident que ça doit beaucoup à mon temps, ce qu'on appelle le tempérament. Enfin, moi que j'appellerais l'habitus. Mais enfin bon, alors ce que je pense, c'est que là, j'ai présenté la forme un peu exagérée pour prolonger la question, mais je pense qu'il y a place pour un utopisme rationnel, c'est-à-dire qu'on a droit à une part d'utopie dans les limites du possible. Bon, et je crois qu'un bon usage de la sociologie comme instrument de transformation du monde social, ça serait de définir les limites de ce qu'on peut faire et d'aller aussi loin que possible au-delà de ces limites avec une toute petite chance de réussir. Bon, là, je pourrais donner des exemples pratiques. Mais une de ces limites n'est pas cette phrase de Descartes que tu emploies quelque part, qui accroît sa science, accroît sa douleur. C'est-à-dire finalement que cette mise à nu de tous ces mécanismes, à partir du moment où il n'y a pas où on a renoncé à l'idée qu'il pouvait se transformer en une sorte d'espérance du grand soir, en une sorte de messianisme qui subvertirait l'ensemble du monde social et le recréerait sur des bases nouvelles, et plus source d'une sorte de désespérance que d'un grand projet politique, parce qu'une autre des ruptures avec cette figure traditionnelle de l'intellectuel, au moins celle sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est cette perte d'illusion quant à l'accumulation progressive de toutes ces frustrations dans une sorte de mouvement cumulatif qui entraînerait la grande rupture. Plus personne n'y croit. Donc, est-ce qu'à partir de ce moment-là, où ce travail de mise à nu non accompagné de l'espérance messianique, n'est-il pas justement cet accroissement sans fin de la douleur? Et n'est-ce pas là un autre des obstacles alors plus fondamental que celui opposé par les écrans que tu as décrit au projet lui-même? Je pense que l'espérance messianique est un des grands obstacles, enfin, aux transformations, et à cette espérance messianique, à cette illusion messianique, il faut substituer, je crois, des espérances rationnelles tout à fait modérées, qui étaient souvent discréditées comme réformistes, comme des compromissions, etc. Je pense qu'il y a des formes très très radicales. Par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui m'a valu d'être traité d'utopiste, un peu irresponsable, c'est rationnel. Je pense que si tous les intellectuels travaillaient dans l'espace qui les concerne, enfin bon, pour faire advenir un tout petit peu plus de transparence, un tout petit peu moins d'automystification, etc., ça serait un grand changement. Et si, par exemple, pour prendre une mesure très simple, s'il y avait une commission juridiquement garantie de sociologues, de juristes, etc., pour le contrôle du bon usage des sondages, bon, ça pourrait être pas seulement la taille de l'échantillon, hein, ça irait beaucoup plus loin. Bon, ça serait un progrès dans le sens de la démocratie. Voilà un exemple très simple. Or ça, c'est quelque chose qu'on considérera comme indigne d'être revendiqué. Bon, ou bien il faut s'occuper du Vietnam, c'est-à-dire des choses qui sont totalement hors de portée, qui, comme disaient les stoïciens, ne dépendent pas de nous. Bon, ce qu'il faut voir, c'est ce qui dépend de nous. Et les choses qui dépendent de nous sont au fond beaucoup plus importantes qu'on ne le croit. Par exemple, tout ce qui est la mystification produite par les intellectuels. Bon, ça dépend de nous. C'est pourquoi la critique de l'illusion intellectuelle qui est de notre ressort est sûrement, c'est pas du tout que ce soit le tout de l'action politique, mais c'est sans doute le plus important de ce que nous pouvons faire. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais ce qui dépend de nous, c'est quand même ça, fondamentalement.